Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre télévision locale. Il sera question dans notre journal de ce lundi 26 septembre d'accessibilité, de folklore catalan et landais, de mobilité sans voiture et enfin, pour notre page sport, vous aurez au programme du foot avec un match de la Coupe de France et du rugby. À Tartas, mercredi dernier, le collectif Interassociation 40 dévoilait le baromètre départemental de l'accessibilité, un classement des villes de plus de 3000 habitants landais qui, depuis 3 ans, permet aux municipalités et aux associations de communiquer ensemble et trouver des solutions. Ceci est une marche. Ce n'est peut-être pour vous que quelques secondes sur votre parcours, mais pour certains, cela peut être un vrai parcours du combattant. C'est pourquoi des associations ont mis en place un collectif qui sort chaque année le baromètre de l'accessibilité. C'est M. Crespo qui l'a créé. Il a pensé qu'il fallait être plus convaincant à plusieurs associations plutôt qu'une seule qui faisait les marches, quoi. Voilà, on envoie des questionnaires aux mairies au niveau de l'accessibilité dans leur commune. Et après, on fait un classement suivant les critères qu'on a. Est-ce que votre salle, par exemple, de conseil municipal est accessible à tous? Les stationnements dans les villes. Est-ce qu'il y a le bon nombre? Est-ce qu'ils sont bien situés? Enfin, voilà, on rentre dans tous ces détails du quotidien. On parle de la chaîne de déplacement d'une personne qui va faire ses courses, qui pose sa voiture, qui va faire ses courses, les difficultés qu'il rencontre. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de déplacement et il faut faire en sorte que ce soit accessible à tous. Mais c'est pas pour ça qu'on porte un jugement, on n'est pas là pour ça, on est là pour les aider à avancer. S'ils ont besoin de nos conseils, on est là aussi, c'est pour ça qu'il y a 7 associations dans diverses branches. Parmi les chaînes, par exemple, c'est les personnes âgées, la VH, c'est les malvoyants, la PF, c'est les personnes en situation de handicap moteur, la DASH, c'est les accidents du travail, Crésaline, les personnes en surpoids. Et cette année, la meilleure élève est la ville de Saint-Paul-les-Dax, suivie de Saint-Pierre-du-Mont et de Dax. Mais pas de sanctions prévues, le classement a surtout un but constructif et le questionnaire ouvre à la discussion. Alors il y a 25 villes de plus de 3000 habitants. Elles ont répondu l'année dernière, en 2015. On en a eu 24 sur 25. Mais cette année, on n'en a plus que 15. Enfin, on continue et on fait avec. Il n'y a pas de souci, on ne baisse pas les bras. Alors, il a évolué par rapport aux années précédentes dans le sens où il était beaucoup plus clair, avec beaucoup moins de questions. Le questionnaire est très intéressant, perfectible sur certains points, donc ce que nous avons évoqué lors de la conférence ici. Ça nous permet, nous, de prendre conscience de manière plus cruciale de l'handicap, de comprendre mieux les attentes des associations et pouvoir y répondre dans la mesure du possible, dans la mesure des budgets qui nous sont octroyés et de façon à pouvoir avoir un dialogue constructif lorsqu'on fait des projets d'aménagement importants ou quelques petits aménagements dont l'handicap sera pris en compte dorénavant. Et améliorer les déplacements des personnes à mobilité réduite, c'est améliorer la vie de tous les riverains. En ville, on a une accessibilité qui est faite pour un fauteuil roulant électrique ou manuel. Elle sera valable pour une poussette, elle sera valable pour une femme enceinte, elle sera valable pour une personne âgée en béquille, elle sera valable aussi pour une personne qui aura eu un accident de la route, qui aura eu une maladie grave passagère qui le contraindra à se retrouver dans un fauteuil roulant. Et donc de ce fait, l'accessibilité pour le handicap, c'est l'accessibilité pour tous parce que personne n'est à l'abri des problèmes de santé, personne n'est à l'abri de l'âge, personne aussi n'est à l'abri des grands bonheurs que sont d'être enceinte, d'avoir un enfant. Et on est tous des êtres humains et on prétend tous à être heureux et à être bien et je pense que c'est dans ce domaine-là que l'accessibilité peut avancer. Alors si du travail reste à faire, le collectif, lui, reste motivé. Le patrimoine d'un pays, d'une région, c'est aussi son patrimoine immatériel comme le folklore et les traditions. C'est pourquoi, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le comité de jumelage de Saint-Paul-et-Dax a invité les Catalans de Caldes de Montbui, ville jumelée avec Saint-Paul depuis 2012, pour présenter leur folklore. Dans les Landes, côté tradition, il y a les échassiers. En Catalogne, il y a les castellers. Et pour une fois, ce ne sont pas les Landais qui ont pris le plus de hauteur, mais bien leurs voisins espagnols avec leur pyramide humaine. C'est la première fois que les Castellers viennent à Saint-Paul, mais nous les avons déjà vus chez eux et c'est ce qui nous a donné envie de les recevoir. Los castillos nacieron en la ciudad de Valls, en Cataluña, hace más de 200 años. Les Castells sont nés dans la ville de Valls, en Catalogne, il y a plus de 200 ans, et ils se sont étendus à toute la Catalogne et même dans différents endroits du monde. Face à un public nombreux, les yeux rivés vers le ciel, les Catalans de Caldes de Montbui ont réalisé plusieurs châteaux avec l'aide de quelques spectateurs qui ont aidé à former la base de la tour, appelée la Pinya.
La piña, la base doit être solide, les jambes doivent être forts et compactes car elles supportent tout le poids du château. Ils doivent être bien serrés pour ne pas pencher et être bien stables. Dans les castels, il y a toujours les gens les plus grands en bas pour supporter tout le poids. Ensuite, les plus minces, les plus petits et les plus agiles sont au-dessus. Et tout en haut, ce sont les plus petits de tous. Les plus petits qui montent au dernier étage de ces tours humaines ont entre 5 et 6 ans et forcent l'admiration du public face à une tradition inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Ils sont forts, ça fait plaisir parce que ces échanges, c'est enrichissant pour nous. Voilà. Enrichissant aussi pour les membres des comités de jumelage qui organisent régulièrement des rencontres. En el intercambio lo más importante para nosotros, tanto para el comité de jumelage como para nuestra asociación de Caldas. L'échange le plus important pour nous, tant pour le comité de jumelage que pour notre association de Caldes, c'est l'échange culturel, d'apprendre à nous connaître, d'être en famille et savourer l'amitié et surtout développer cette amitié. En plus de l'amitié, les cieux étaient avec eux, avec un ciel certes voilé, mais sans pluie, pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. La météo nous a inquiétés et beaucoup de personnes téléphonaient pour savoir si le spectacle était maintenu ou non. Voilà, mais après, bon, quand on voit le spectacle, eh bien, on dit que c'était formidable. Il y avait du monde, ils ont tout réussi, il n'y a pas eu de chute, tout le monde était ravi. Non, c'est vraiment on n'a que des compliments de toutes parts. Le séjour a été parfait, comme à chaque fois. Nous sommes très contents de l'accueil que nous avons reçu et de tout le public qui est venu nous voir. Nous sommes très contents d'être venus ici. Du 16 au 22 septembre, l'agglomération du Grand Dax proposait aux riverains de se déplacer différemment. En effet, pour la Semaine européenne de la mobilité, les transports en commun étaient gratuits. Des concours étaient également organisés, de même qu'une randonnée gourmande à vélo. Regardez. C'est dimanche matin, le bois est idéal pour un footing ou une balade en poney. Et à la maison de la Barthe, de drôles d'engins étaient à l'essai pour faire découvrir ces nouveaux modes de déplacement. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la mobilité, que ce soit le transport public, transport motorisé ou le transport vélo ou tous les moyens alternatifs au transport public, tout concourt à améliorer la circulation des usagers au sein d'une agglomération. Ce sont maintenant les vélos électriques, ce sont des gyropodes, ce sont tout un tas d'autres moyens, on le voit avec des skates motorisés, on le voit tout un tas de moyens aujourd'hui qui permettent de se déplacer doucement, discrètement, sur des voies sans détériorer, sans user ou utiliser notre environnement. Oh, c'est bon, hein, j'ai pris l'habitude, là ça y est, je peux aller à Marseille avec. Au programme donc, une randonnée en vélo, départ imminent. Nous allons faire une balade en vélo avec ou pas les vélos personnels, donc cycle en ville pour des vélos de près, puisque cycle en ville c'est une démarche qui a été entamée par l'agglomération depuis 2015 avec à peu près plus de 5000 prêts de vélos tout au long de l'année sur l'agglomération. Donc cette année, c'est la seconde année. On est en train de travailler sur un schéma cyclable parce qu'en venant ici, on s'aperçoit qu'il y a des pistes cyclables, mais il n'y en a pas assez. Et alors ça, c'est un peu la demande, que ce soit des locaux ou des curistes ou touristes qui viennent ici. Et tandis que les cyclistes profitaient du cadre naturel d'Aqua, la première halte gourmande les attendait. On est une terre de terroir quand même, donc c'est aussi un peu une façon de faire des haltes, que ce soit gourmandes, mais en même temps récréatives. Et puis il faut reconstituer aussi les mollets et puis la sueur qu'on a déposée tout au long des kilomètres, que ce soit à vélo ou en marchant. J'ai bien fait de prendre que du café ce matin. Ce parcours qui est magnifique au sein du bois de Boulogne, c'est un patrimoine assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de chênes. Donc il y a des chênes avec un temps comme ça, beaucoup de soleil ces dernières journées et puis de la pluie maintenant, je pense qu'il doit y avoir des champignons. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe sur des champignons, sinon on va perdre les cyclistes. À l'arrivée, tout le monde était bien là, ravi de cette initiative. Ah ben génial, on est parti à 10h30 ce matin pour faire une petite randonnée de 9 km à peu près. C'est ce qui avait été précisé. Voilà, donc on a d'abord bu un jus de pomme bio. Excellent. Excellent. Après on a mangé du pot-au-feu
Et on a terminé par des excellentes langues de chat. Voilà, une matinée écolo, bio et sportive. Et très sympathique. Oui. L'an prochain, l'expérience devrait être renouvelée et en attendant la prochaine édition de la Rando Gourmande, certains sont repartis avec des produits locaux sur le vélo. Et maintenant, notre page sport. Nous commencerons par le foot et sa célèbre Coupe de France. 4 clubs landais participaient au 4e tour et une seule équipe a réussi à se qualifier. Il s'agit de Doisite. Quant à celles de Biscarrosse, Bretagne de Marsan et Souston, elles ont connu des fortunes diverses. Notre journaliste a assisté à la rencontre entre l'équipe de Souston et celle d'Anglette. 2 équipes séparées par plusieurs divisions, puisqu'Anglette évolue en CFA2 et Souston en Régional 4. A-t-on ressenti une telle différence de niveau sur le terrain? Réponse en images. Pour le 4e tour de Coupe de France, l'entente Seignos-Cabreton-Souston recevait les Jeunets d'Anglette. Nous sommes au niveau Régional 4 et nous recevons les Jeunets d'Anglette qui sont au niveau CFA2. C'est pas mal d'écart, ça fait 4 écarts. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'ils abordent le match avec détermination et qu'ils soient motivés et surtout qu'ils prennent du plaisir. Voilà, c'est tout ce qu'on attend d'eux. Le coup d'envoi est donné et contrairement à la rencontre de l'an dernier où ils avaient essuyé une défaite cuisante, le SCS était déterminé et préparé pour compliquer la tâche à l'équipe adverse. Malheureusement, le premier fait de jeu, c'est on perd Benjamin Daublin, notre capitaine, qui est un élément essentiel de notre dispositif. On le perd au bout de 2-3 minutes. Donc ça a été compliqué, mais je pense que les joueurs aussi se sont appuyés sur ça pour se surpasser. Donc on encaisse un but alors qu'on est à 10 puisque Benjamin est en train de se faire soigner sur le côté. Et on a la chance de revenir sur une belle action avec notre attaquant, celui qui venait de rentrer, Lucas Rodriguez. Après bon, il faut dire qu'on a couru après le ballon, c'est normal, il y a 5 divisions d'écart. Et on s'était préparé pour ça, mais on a très bien défendu, on était bien compact, très solidaire. On n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre aux adversaires et sur ce côté-là, c'était intéressant. Deuxième mi-temps, difficile, même si on aurait pu sur 2 actions concrétiser et les mettre vraiment en difficulté. Mais c'est toujours un peu frustrant de perdre en Coupe de France à la dernière minute contre une équipe de niveau au-dessus. Je tiens juste à saluer la performance bien sûr des adversaires, mais surtout de mes joueurs qui ont fait preuve d'abnégation. On avait parlé de la dominante mentale et je pense qu'ils ont répondu présent sur celle-ci par rapport au fait de se surpasser, d'être rigoureux défensivement. Voilà, on avait mis en place un projet de jeu, les joueurs l'ont respecté et il a suffi peu de choses. Voilà. On avait mis l'accent sur l'état d'esprit un petit peu depuis le début de saison, la préparation, voilà, c'était un petit peu le mot d'ordre que l'on avait donné à ce groupe. Voilà, donc ils ont quand même à ce niveau-là un gros mental. Je pense que si on avait pu accrocher les prolongations, on aurait pu, cas échéant, sortir notre épingle du jeu, mais ça devenait un petit peu difficile au niveau physique. Mais bon, ils ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient y arriver. Après plusieurs cartons jaunes et un rouge, c'est finalement dans les dernières minutes que les Jeunets d'Anglette marquent leur second but et s'octroient ainsi la victoire 2-1. Grosse déception pour le SCS qui se voit réintégré sur le Tour de Coupe d'Aquitaine. On va basculer sur des compétitions un petit peu plus à notre portée, certainement avec des équipes dans les prochains tours de notre portée, on verra ce qu'on pourra faire. Voilà. Mais avant tout, bon, j'espère que tout le monde a pris du plaisir, le public, d'abord les joueurs, enfin moi particulièrement j'en ai pris, donc c'est quand même bien. Voilà. Pour leur premier match à domicile, les Saint-Paulois recevaient Pont-Long. Pour les Bleus et Blancs, pas le droit à l'erreur, ils se devaient de remporter ce match. Ils ont envie de prendre leur revanche par rapport à l'an dernier qui était un peu loupé, ou ils étaient un peu en difficulté. Voilà, on a envie de reprendre du plaisir. Et là c'est facile, avec un groupe qui est pratiquement inchangé, qui est homogène, ils ont envie de jouer ensemble, de prendre du plaisir. Donc ils se motivent, voilà, la motivation vient d'elle-même. On est toujours sur la même philosophie d'avoir une équipe joueuse qui se déplace beaucoup. C'était le premier à domicile, donc il avait une saveur particulière, surtout avec la prestation qu'on avait fait le week-end dernier à Riscle, où on est totalement passé à côté, d'un point de vue agressivité dans le combat, et on a laissé les points en route. Une première mi-temps tendue, où le score se joue à coups de pénalité.
Les deux équipes s'accrochent et seule la seconde mi-temps semble pouvoir les départager. On a eu une entame très difficile, peut-être la pression de jouer à domicile ce premier match. Il y avait un ballon un peu glissant, donc ça a été compliqué. Une équipe en face de Pont-Long très accrocheuse, donc des fois on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut pendant les matchs, même si on le travaille bien à l'entraînement et que tout se passe bien. Le week-end c'est autre chose. On a une pression, on vient de descendre, on est attendu par toutes les équipes. Donc ils essayent de nous agresser, donc on est obligé de répondre présent, surtout à la maison. Si les pénalités continuent de s'ajouter au tableau pendant la seconde mi-temps, à la fin du match, Saint-Paul prend l'avantage et inscrit le premier essai transformé de la rencontre. Avec 19-9, les Bleus et Blancs remportent le match. On se dit qu'on aurait pu quand même faire mieux, ça c'est l'esprit critique de l'entraîneur. Vu la première mi-temps et le score, on va se contenter de cette victoire qui a été quand même compliquée à acquérir. Et on va se projeter maintenant sur le week-end prochain avec un déplacement à Villeneuve-de-Marsan qui va être compliqué. La plus grosse difficulté maintenant, c'est de redescendre dans le niveau, de se remettre un peu au travail, de ne pas se prendre meilleur que les autres, voilà, de rester humble par rapport à ce qui pourrait paraître facile en descendant, mais non, c'est tout le contraire, il faut retrouver les bases et voilà, être sérieux. Ce qu'on veut, c'est faire les phases finales, comme toutes les équipes, je pense. Donc on verra à la fin de la saison. On a l'ambition de finir dans les 4 premiers et d'aller jouer ces phases finales. Et pourquoi pas revivre comme il y a 3 ans une montée. Maintenant, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc on va voir cette phase aller, prendre match après match. Et on pourra à Noël tirer quelques leçons et fixer un objectif plus précis. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous sur TV Land, votre télévision locale, sera mercredi. Bonne journée à tous.